Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gratien Roukindikiza et Camille Sari. Place au dossier du jour. Le maraîchage et l'organisation de la filière vivrière. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Certains évoquent un secteur non organisé pour cause. Les paysans sont amenés à produire des cultures pour leur propre consommation. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représentait en 2011 24,3% du PIB, produit intérieur brut. Le secteur agricole emploie des millions de personnes. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, aimait à dire Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. En 2013, les planteurs de cacao ont engrangé 1176 milliards de francs CFA en produisant plus d'1,5 million de tonnes. À l'exemple du cacao, les cultures de rente occupent une place prépondérante dans le monde agricole au détriment des cultures vivrières. La filière agricole vivrière est caractérisée par son inorganisation. La plupart du temps, les paysans s'adonnent aux cultures de rente et ne produisent des cultures vivrières et maraîchères que pour leur propre consommation. Conséquence, la Côte d'Ivoire importe du riz alors qu'elle a la possibilité de planter du riz sur les 75% de terres arables dont elle dispose. Pourquoi une telle importance accordée aux cultures de rente? Comment les cultures vivrières peuvent-elles contribuer à l'autosuffisance alimentaire et à quelles conditions? Quels sont les circuits d'évacuation et de distribution de production vivrière? À la vérité, les exploitations agricoles sont caractérisées par leur petite taille. Faute de moyens, les agriculteurs ne labourent que les surfaces dont ils peuvent s'occuper convenablement. On ne peut pas satisfaire la demande puisque en temps normal, nous n'avons pas les moyens en tant que tels. Donc le peu que nous avons, nous faisons avec ça. Et nous demandons encore de l'aide avec ceux qui sont à Abidjan. Et après vente, ils retirent leur crédit. Un hectare de tomates, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Donc on n'arrive pas facilement à faire un hectare. On fait au moins un 0,50. On sait que jusqu'à la fin de la récolte, on peut s'en sortir avec un truc de peut-être 500-600 000 comme bénéfice. Maintenant le riz, c'est quand il pleut que on arrive à gagner quelque chose. Mais quand on sort dans la saison un peu sèche, c'est pas facile. La solution pour les agriculteurs serait de se regrouper en coopérative pour mutualiser leurs ressources de production. Une solution difficile à mettre en œuvre parce que l'esprit coopératif est absent et les paysans attendent des personnes ou structures extérieures pour les rassembler. Cette année, nous avions décidé de nous mettre ensemble avec le soutien de la FENACOVICI. Elle la présente Irielou Colette à Abidjan, mais le début est difficile. En coopérative, vraiment, ça va nous arranger. Mais il faut une aide qui va venir d'ailleurs pour venir nous regrouper. Mais ici, pour dire à quelqu'un non, en avant au moins 20 000 pour s'associer, pour faire un champ, vraiment, c'est pas facile. Les gens ne vont pas accepter de cotiser peut-être un truc de 100 000, aller verser ça à une banque pour nous aider. Pour faire une coopérative, vraiment, c'est pas facile. Donc on est obligé de travailler, chacun... Il dépend de lui, de son champ, il fait un peu qu'il gagne, ça c'est pour lui. Les producteurs cultivent différentes variétés de légumes pour se mettre à l'abri des fluctuations du marché et avoir des revenus en toute saison. On débute en mars, avril-mai, voilà. Quand on commence les récoltes en juin, dans ce temps-là, là au moins le marché n'est pas trop inondé, le marché n'est pas trop débordé, on arrive à s'en sortir un peu jusqu'à la fin des récoltes, à les dépenses que nous les faisons, quand on arrive à s'en sortir un peu. Si on peut s'enrichir au moins peut-être qu'une somme de 400 à 500 000 comme revenu. S'ils font contre mauvaise fortune bon cœur, les producteurs de choux, tomates et autres produits maraîchers souhaitent une amélioration de leurs revenus parce qu'ils sont victimes des fluctuations des prix. La tomate est africaine. Africain, dans le temps, la caisse était à 8 000. Mais maintenant, le prix ne fait qu'abaisser. Avant-hier, j'avais vendu, c'était à 2500. Mais hier, c'était descendu à 1000 francs. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas trop. Si c'était comme on avait des personnes qui venaient prendre ça directement avec nous, pour envoyer à quelque part, là, peut-être qu'on peut compter sur un prix fixe. Obtenir un prix fixe et rémunérateur est possible selon l'Association nationale des producteurs de riz de Côte d'Ivoire. Le pays
peut rapidement devenir autosuffisant si le gouvernement définit une politique de financement agricole en faveur des riziculteurs. Un producteur agricole n'obtient pas le résultat de la production quand il s'en va prendre l'argent à la banque. Il faut qu'il y ait une mise en œuvre. Et cette mise en œuvre-là nécessite du temps. Ça peut être d'1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Je ne sais pas, dans le cadre de la production agricole, une banque qui prête aujourd'hui avec un différé. Donc c'est ce mécanisme de crédit agricole qui n'existe pas, qui permet aux producteurs d'emprunter de l'argent et de disposer d'un différé pour la mise en œuvre de son activité, et que c'est quand l'activité commence à rentrer en production qu'il commence à payer. La Côte d'Ivoire est déjà autosuffisante en manioc, igname et banane plantain. La production de manioc s'élève à 3 millions de tonnes, celle de la banane plantain à 1,5 million de tonnes, et le pays est deuxième producteur africain d'igname avec 7 millions de tonnes. Quand il n'y a pas de problème de production, c'est la commercialisation qui fait défaut. Il existe très peu de circuits de distribution fiables pour amener les productions sur les marchés des villes aux grandes dames de producteurs. Nous n'avons pas les moyens pour faire le stock en tant que tel. Quel que soit le prix, nous sommes obligés d'évacuer la tomate sur Abidjan pour aller vendre, puisque la tomate est une denrée qui est périssable, donc on ne peut pas faire de stock. Quand elles viennent, elles disent non, bon, au fait que ça n'a pas marché, soit tu es obligé de casser encore le prix, ou soit elles prennent un crédit, elles sont obligées de payer ton argent en monnaie de singe. Si tu veux, tu diminues le prix pour que vous attendiez sur un prix bas pour qu'elle puisse te régler. Ou dans le cas contraire, si tu dis non, tu veux insister sur ton prix, alors qu'elle a pris, tu es obligé d'attendre longtemps avant d'avoir ton argent. Évacuer les produits vivriers et maraîchers pour les intermédiaires n'est pas une sinécure. En cause, les aléas climatiques, l'état de route, les tracasseries des forces de l'ordre et la surenchère des transporteurs. Tous ces facteurs ont un impact sur les consommateurs qui paient les produits sur les marchés. Le problème d'augmentation des produits, c'est les coûts de production qui sont très élevés. C'est-à-dire, il n'y a pas de semences qu'on met à la disposition des producteurs, il n'y a pas de moyens de production adéquats. Vraiment, le coût de production est très élevé. Moi, je pense que c'est le plus gros facteur. Si on réussit à aider les productions, en les aidant, en leur donnant par exemple les intrants agricoles, les engrais, les semences et autres, ça peut vraiment contribuer à la baisse des prix de production des produits. Parce que le pauvre paysan, il se bat seul. Il va aller à la boutique, il va acheter son engrais, il va acheter sa semence. Mais il va répercuter le coût de production, évidemment, sur le prix de vente. Pour réduire les pertes consécutives aux invendus et à la difficulté de conservation de certains produits, les coopératives s'essayent à la transformation. Si c'est la tomate, l'oignon, si à la production, tous les paramètres sont maîtrisés, on peut conserver, même à l'état, à l'air libre, on peut conserver le produit. Mais par contre, s'agissant des feuilles, les maraîchers tels que la salade et autres, évidemment, c'est très très périssable, il faut le vendre sur place. Moi, je lance un appel aux autorités qu'on aide des coopératives, qu'on sait qu'ils peuvent vraiment aider la population. Le gouvernement veut relever le défi de la sécurité alimentaire par l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des cultures vivrières, autre que le riz, dont le document a été validé récemment au cours d'un atelier. Cette stratégie s'intègre au PNIA, Programme national d'investissement agricole. Les producteurs de produits maraîchers et vivriers attendent que tout cela soit effectif pour les aider à améliorer leurs conditions et proposer des produits en abondance et de qualité aux consommateurs ivoiriens. Gratien, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage? D'abord, ce qui se voit dans plusieurs pays, c'est que les paysans se retrouvent face à eux-mêmes. On voit qu'il y a un problème, il y a un manque d'intervention du pouvoir, notamment au niveau des semences sélectionnées. Et puis, deuxièmement, c'est que ces paysans ne peuvent pas se regrouper en coopérative. Il y a beaucoup de questions qui se posent au-delà même des financements, parce que la terre appartient à la famille. Mettre en commun la terre, alors que la terre s'acquiert par succession au niveau des familles, il y a des gens qui sont endettés, qui ne peuvent pas garantir la terre si elle est en coopérative. Ça fait partie de plusieurs points qui s'opposent pour ces paysans. Et troisième point, ce que j'ai remarqué, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de production de céréales. On parle de manioc, d'igname, de banane plantain.
sont des produits qu'on consomme normalement, couramment, mais en général, ils ont besoin de céréales qui se conservent longtemps pour les saisons, par exemple les saisons sèches. Et la production principale, c'est des produits qui ne se conservent pas longtemps, ils n'ont pas d'outils pour conserver. Et ça peut poser un problème, notamment quand il y a la sécheresse pour les famines, ils n'ont pas assez de produits, notamment les céréales conservées, qui peuvent passer une année sur une autre. Et vous, Camille? Moi, il y a plusieurs points qui m'ont retenu mon attention. Tout d'abord, il y a une prise de conscience quand même par beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices. C'est une dame qui parlait justement quand on les a abandonnés. Elle a tout à fait raison. Il y a un principe qu'on oublie souvent, c'est dans nos pays, c'est ce qu'on appelle la substitution aux importations. On va pas donner les moyens à l'exploitation agricole et en même temps on va consacrer une bonne partie des devises, et nous n'avons pas beaucoup de devises, à importer du riz, à importer des tas de produits de l'étranger, les céréales par exemple, etc. Si au lieu d'investir ces devises pour importer ces produits-là, on investit dans l'agriculture, on aura de meilleurs résultats. On ne pourra jamais obtenir des résultats, une productivité dans le domaine agricole s'il n'y a pas une intervention de l'État. Pourquoi je dis ça? Il ne s'agit pas de collectiviser, il s'agit de mettre en place des mécanismes qui facilitent la vie aux paysans. Par exemple, du point de vue de l'agriculture américaine, pourquoi elle s'est développée? C'est qu'il y a eu, au début de l'ancien siècle, du siècle précédent, ce qu'on appelle la vente à terme, c'est-à-dire que quelqu'un peut vendre sa récolte qui est dès le mois d'octobre, la récolte qui aura lieu au mois de juin, il la vend à terme. Il y a une bourse qui s'est développée, il encaisse l'argent. Donc c'est des mécanismes qu'on ne peut pas copier des États-Unis et les mettre dans nos pays, parce que nous n'avons pas de bourse, de matières premières. Est-ce que l'État peut tout faire? Non, l'État c'est un facilitateur, il crée l'environnement. Il ne doit pas prendre, c'est le cas de nos élites, je le dis toujours, c'est qu'il ne doit pas dire, bon, le monde paysan va vivre sa vie, il va produire pour... Non, si on ne met pas en place un mécanisme simple, ce qu'on appelle le crédit pour l'agriculture. Il faut vraiment le crédit pour l'agriculture. Ça a été dit, c'est-à-dire que avant de récolter, il faut semer. Mais il faut semer, il faut beaucoup de moyens de production. Mettre en commun des moyens de production. Là encore, on ne dit pas les terres, ça va être collectivisé. Non, chacun garde sa terre, mais les moyens de production seront mis en commun, les semences, le financement et aussi les transports. Le gros problème de beaucoup d'agriculteurs, c'est qu'ils produisaient, mais vu que ça reste dans les champs parce que les routes sont mauvaises, et puis quand vous avez des fraises qui vont d'un coin, je prends l'exemple concret de Caille, par exemple, au Mali, au nord du Mali, et quand ça arrive à Bamako, c'est déjà de la confiture, c'est-à-dire c'est périmé, ça ne marche pas. C'est heureusement qu'il y a eu cette route, et là, ça facilite les choses. Donc, il faut des infrastructures, il faut des routes, mais surtout, créer un environnement pour aider à développer une agriculture pour le marché, pour éviter, pour importer des produits de l'étranger. Gratien, que pensez-vous de la création d'un crédit agricole et d'établissements financiers spécifiques? C'est une bonne chose et c'est une chose en principe qui doit se faire parce qu'il faut considérer les paysans africains sont des entrepreneurs, sont des patrons. Ils ont la terre, ils emploient la main-d'œuvre, des fois ils ont des salariés. Et ils ont le droit aussi aux mêmes prestations comme les chefs d'entreprise, parce qu'on voit bien les États favoriser les entreprises, aider les entreprises à se développer. Il y a des banques qui sont spécialisées pour les entreprises. Il faudrait aussi qu'il y ait des banques spécialisées pour le monde agricole qui, sûrement, devraient être subventionnées parce qu'on ne peut pas laisser, même dans les pays européens, si on laisse les agriculteurs sans les subventionner, il n'y a plus d'agriculture. Or, en Afrique, pour développer l'agriculture, il faudra en tout cas qu'il y ait une banque pour aider ces paysans, surtout garantie, parce qu'on ne peut pas demander à un paysan de prendre un crédit pour planter les choux ou les tomates. S'il n'y a pas de pluie,
il peut avoir un problème pour rembourser, il devra vendre sa terre, donc son capital, ce qui sera une mauvaise chose. Moi, j'ai 2 points à rajouter. Et il faut aussi rationaliser les choses, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Si vous devez produire du riz, par exemple, ou des céréales, et que ça coûte plus cher que ce que vous allez acheter à l'étranger, ce n'est pas avantageux. L'Égypte a fait l'expérience. L'Égypte importe des céréales parce que le coût de production locale il est plus élevé. Par contre, il faut se spécialiser, je termine, il faut se spécialiser dans d'autres produits où on a un avantage comparatif, où on a une avance, où on a la possibilité de produire plus. Le riz, ça a été dit, s'il n'y a pas une politique d'irrigation, une politique de gestion de l'eau, nous gaspillons beaucoup d'eau. On dit qu'on manque d'eau en Afrique, mais nous gaspillons beaucoup d'eau. Il faut vraiment rationaliser. Ça, c'est que par l'État. Et dernier point, c'est la formation. Parce que dans le domaine de l'agriculture, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans un projet qu'on a mis en place avec le Mali, cette région jumelée avec Montreuil qui s'appelle Yalimane. On a fait venir des Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils ont appris aux populations locales des choses qui sont simples. Mais on ne va pas faire venir des Vietnamiens ou des Asiatiques pour rayonner dans toute l'Afrique. Non, on doit former nos jeunes. Et nos jeunes, il faut que ce soit scientifique. Maintenant, l'agriculture, c'est un domaine scientifique. C'est-à-dire qu'on n'improvise pas les choses et on peut développer la productivité. Savez-vous, Sandra, qu'au Vietnam, on fait 3 récoltes de riz. Et au Cambodge, on fait qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi par des mais attention, ils n'ont pas de grandes technologies. Moi, le Vietnam, je l'ai visité à 5 h du matin, il y a plein de gens dans les rizières, c'est de la main-d'œuvre. Mais ils ont aussi un savoir-faire. Il faut donc qu'on développe des écoles, ça passe de 2 ans à l'ingénieur agronome. Gratien, vous ne sembliez pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord. On parle d'avantages comparatifs, surtout en économie, dans un monde, dans une économie assez libérale. On a l'économie qui n'est pas aussi libérale que ça. Et on parle aussi d'agriculture vivrière, qui fait vivre les gens. Or, il y a des pays qui manquent de devises, et si on se dit je ne vais pas produire le riz parce qu'au Vietnam, il est moins cher, les pays doivent se protéger. On peut parler d'avantages comparatifs au sein d'un groupe, par exemple, dans la communauté CEDEAO ou dans l'East Africa Community, du moment où ces pays ont une économie qui est assez partenaire, où il y a beaucoup d'avantages que l'un tire et l'autre aussi. Mais si on en parle au niveau hors de l'Afrique, hors de certaines zones, c'est-à-dire que de cette façon, on va tuer l'agriculture. En Afrique, on ne pourrait même pas produire le riz. L'un des problèmes également évoqués dans le reportage, c'est la mise en place d'un tarif fixe. Qui doit le fixer justement? Le danger d'un tarif fixe, on l'a vu dans les pays soviétiques ou dans les pays socialistes, c'est vraiment, moi je suis contre. Ça peut paraître séduisant parce que le tarif, oui, il faut assurer aux producteurs un tarif qui dépasse le coût de production. Les paysans qui travaillent leur terre, il ne faut pas que ça leur coûte plus cher que ce qu'ils vendent. Ça, ok. Pourquoi? Parce qu'il y a les distributeurs, il y a les intermédiaires, c'est eux qui gagnent le plus. Et ça, on l'a vu même dans les pays européens, mais c'est encore plus valable dans tous les pays de l'Afrique. C'est-à-dire que les distributeurs gagnent plus que le producteur. Là, il faut que l'État dise le coût de production, il est je dis n'importe quoi, de 200 francs CFA. Le prix de vente, il ne peut pas être inférieur. Il faut rémunérer le travail des producteurs. Par contre, il faut aussi que les consommateurs en tirent profit de cette politique, parce que malheureusement, ce sont les consommateurs qui payent en définitive les vrais prix. Mais il faut laisser les mécanismes de marché jouer de toute façon. Et pour revenir à la rationalisation, c'est que, encore une fois, il faut vraiment que la mise en commun, et ça, l'esprit individualiste de l'agriculture, il faut qu'il disparaisse un peu, et aussi la parcellisation des terres, les familles, etc. Certains agriculteurs ont parlé de regroupement en coopérative pour optimiser leur production. Qu'en pensez-vous, Gratien? Quels sont les avantages? Certains sont un peu pessimistes tout de même. Oui, un regroupement tient compte de plusieurs facteurs, notamment est-ce que c'est lui qui va regrouper, qu'est-ce qu'il va apporter, la même terre, une bonne partie ou les fonds. Il y a toujours ce problème qui se pose dans plusieurs pays au niveau du regroupement. D'abord, les paysans eux-mêmes, ils sont incapables de se regrouper parce que la conception
de la communauté, même si les Africains sont en communauté, il y a cette partie individualiste. Cette conception est difficile à appréhender. Je pense que plutôt les paysans devraient être regroupés en coopérative avec les moyens de production. Par exemple, on a un tracteur qu'on va utiliser en commun et on peut aussi avoir une coopérative pour vendre, ce qu'a dit Camille. Au lieu de déterminer le prix de vente, on essaie de réduire les coûts en faisant en sorte qu'il y ait une coopérative des paysans qui a des filiales dans la capitale pour vendre directement les produits sans avoir les intermédiaires. En quelques mots, messieurs, comment résumer cette semaine spéciale agriculture en Afrique? Quel message adresser au chef d'État? Oui, j'ai vraiment un point important. On connaît les exemples qu'on a. Les États-Unis subventionnent leur agriculture. Le coton aux États-Unis, il est moins cher que le coton au Mali ou au Burkina Faso. L'Europe a ce qu'on appelle la politique agricole commune. Ils subventionnent les agriculteurs. Nous, il faudrait qu'on ait ces organisations régionales, qu'on ait une politique régionale, d'intégration régionale agricole, une politique agricole commune. Pourquoi? Parce que celui qui peut produire des salades ou du café, etc., et l'autre, parce que nous n'avons pas les mêmes configurations des terres, etc., c'est qu'il y ait des échanges qui se développent. Parce que c'est plus facile d'écouler sa marchandise pour une population qui est de 100 millions d'habitants que pour un petit pays. Un petit pays ne s'en sortira pas tout seul. Merci Camille. Et vous, Gratien, en quelques mots? Oui, ce que je retiens de la semaine, c'est qu'on a parlé des paysans qui sont souvent oubliés, les agriculteurs, et aussi la part de certains États, par exemple au niveau de l'agriculture. Il y a certains États qui mettent beaucoup de moyens. Et je peux saluer, par exemple, le Niger qui fait avec les 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est vraiment, les paysans sont souvent, l'agriculture est oubliée. Or, c'est le centre, c'est l'agriculture qui fait vivre les gens. Donc, c'est vraiment, ils ont repris leur place avec nos émissions. Merci, messieurs. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Au Burundi, l'Union pour le progrès national ne fait plus partie du gouvernement. Ce mercredi, les 3 ministres qui en étaient issus ont démissionné. L'UPRONA dénonce un conflit entre le parti et la présidence. Parmi les raisons évoquées, la répartition des terres et la révision de la Constitution. Et puis, élection législative du 20 décembre dernier à Madagascar. Les résultats dans 4 districts ont été annulés par la Cour électorale spéciale. Les irrégularités ont été constatées. Le scrutin sera à refaire. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.